Bonsoir à tous, bienvenue pour cette seconde table ronde aujourd'hui, fin du premier jour de la cinquième Ankama Convention, Ankama Convention 5, dans l'autre sens ça marche aussi. Fin de cette journée de samedi, on va parler bande dessinée, on va parler d'auteurs de bande dessinée, on a même des auteurs de bande dessinée avec nous. On a Dara qui va sortir bientôt Appartement 44, qui est du manga, mais fait en France, c'est compliqué, on en parlera. Ouais. On a Davy Mourier avec nous, qui est auteur de bande dessinée également. Également, effectivement. Et qui est blogueur de BD. Oui, depuis presque 4 ans, blogueur BD. Ça commence à remonter. Bad Strip, et puis les BD, c'est Il était une fois une fille que j'ai rencontrée 2 fois, et Moirf. Et voilà. La petite mort maintenant. Et la petite mort qui marche très bien, je ne sais pas pourquoi. Mais alors oui, il y aura un album de la petite mort, forcément. Davy qui est aussi journaliste, animateur de l'émission Road Strip. J'allais dire Bad Strip, non ça c'est le web. Road Strip, ça c'est l'émission. Émission de BD. Et qui est donc journaliste bande dessinée. De l'autre côté, Laurent Bramardi qui est éditeur et scénariste. Voilà. Donc gentil et méchant à la fois, c'est ça ? Ouais, toujours méchant. D'accord, donc toujours en fait, méchant. Je suis éditeur pour les Wakfu Heroes, bientôt Wakfu Comics, et scénariste sur le dessin animé et aussi en bande dessinée en fait. Ce qui fait aussi beaucoup de casquettes. On va partir sur un thème étrange. Bande dessinée, une nouvelle génération d'auteurs. Est-ce que ça vous branche déjà comme ça ? Si je vous dis juste ça, une nouvelle génération d'auteurs, vous répondez quoi ? Nouvelle génération qui commence à vieillir quand même, parce que la nouvelle génération, pour moi la nouvelle vague, c'est Trondheim, Larsonnais, Sfar, tout ça. Et ces gens-là, quand même, sont en haut de la vague depuis un bon petit moment. Après, je ne sais pas quelle est la nouvelle génération d'auteurs. Ça, j'ai pas encore vu le truc. Peut-être les auteurs de manga français, je ne sais pas. Les blogueurs aussi, parce que les blogueurs arrivent seulement maintenant déjà en haut de la vague. Mais oui, c'est vrai. Mais les blogueurs sont pas encore au niveau quand même. Ça fait plusieurs années, je crois qu'il y a un festival des blogueurs en bande dessinée qui se fait régulièrement ici et qui attire pas mal de monde aussi. Enfin, il me semble que ça fait un petit moment aussi que c'est. Festival des blogueurs BD en septembre, organisé. Alors, avant c'était à Bercy Village, et c'est vrai que ça a grandi d'année en année. Et c'est vrai que là vraiment à chaque fois il y a des attroupements de gens qui viennent de toute la France pour voir que des blogueurs BD. Il y en a quelques-uns maintenant forcément comme Boulet qui sont très très connus, Cake ou Chat qui sont présidents du festival, mais ça marche vraiment bien quoi. Et puis Maliki en tête de file, j'ai envie de dire même. Donc du coup ça aussi c'est une nouvelle génération d'auteurs. On a les auteurs qui font du manga, du franga, du manfra. Du global manga aussi on dit. Du global manga. Ouais, alors explique-nous ce que c'est. Non mais c'est rien du tout, c'est juste un nom que les journalistes mettent sur un truc. C'est juste des dessinateurs de BD qui sont influencés par le manga et qui en suivent soit les codes de dessin ou soit même le format. Ce qui est mon cas et ce qui a été le cas, ce qui est le cas de Renaud sur Dreamland, de Jenny, etc. quoi. Voilà. Et est-ce que tu te sens appartenir à une nouvelle génération en faisant ce format manga ? Moi j'ai 30 ans et je sors ma première BD, donc je me sens pas vraiment jeune auteur. Mais ça c'est personnel. Nouvelle génération, c'est vrai que... Si tu traînes un peu à Angoulême, que tu regardes tous les auteurs de BD, je pense que tu peux te considérer comme jeune auteur quand même. Ok. Moi je viens du fanzina, j'ai fait quasiment 15 ans de fanzina avant. Et dans le fanzina, ça se renouvelle très très vite. Tout le temps, plein de jeunes du lycée qui montent leur fanzine avec leurs potes et tout ça. Donc du coup, par rapport à eux, c'est par rapport à eux que je me sens un peu plus, on va dire, expérimenté. Mais oui, effectivement, c'est vrai que des offres, on va dire des BD format manga en France, il y en a quand même encore très peu. Et Ankama, chez qui donc je vais sortir ma BD, c'est l'un des rares qui m'ait répondu de manière à être intéressé en fait déjà par le format, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs classiques qui sont même pas intéressés par hors du 46 pages couleur, déjà pas de salut donc. Mais côté éditeur justement, ça vous bloque par rapport au tu veux dire les par formats quand on voit y arriver. Oui, par exemple, là c'est intéressant justement que tu parles de ça parce que chez Ankama une question se pose régulièrement, c'est-à-dire que nous on bosse en 72 pages, 72 planches au lieu des 48 habituelles, donc c'est vrai que c'est déjà un format qui est particulier. Et c'est vrai que, y compris le manga Dofus, des choses comme ça, c'est vraiment des titres atypiques et qui sont difficiles à placer en librairie. Moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un libraire qui me disait qu'il ne sait pas comment ranger les bouquins Ankama et qu'il a fait un rayon spécial Ankama, en fait. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Enfin, pas un problème, au contraire, c'est une spécificité, mais
c'est à la fois un atout et un inconvénient. Donc il faut qu'on sache jouer avec, mais l'avantage c'est qu'on peut aussi se permettre de faire des bouquins qui sont très différents, et ça c'est vraiment chouette. Enfin, c'est vraiment intéressant à travailler dans cette optique-là, quoi. Donc effectivement, enfin, je pense que pour l'instant dans le paysage éditorial, on a peu d'éditeurs qui s'ouvrent à ce genre de projet, mais je pense que c'est effectivement ce qui va arriver dans quelques années, quoi. Mais après, vous en recevez quand même beaucoup des propositions sur ce genre de format où les auteurs eux-mêmes... Non, relativement peu. À ma connaissance, on en reçoit relativement peu. Après, je ne vérifie pas tous les dossiers qui passent à l'édition, mais en tout cas, dans ce que j'ai pu voir, j'en ai vu vraiment peu, en fait. Donc vous forcez les auteurs à faire 72 pages. Oui, ouais, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce principe de 48-72 pages 42 même. 48. 48 ouais. Ah, d'accord. 48, ouais. Enfin, 48 pages et donc 42 planches. 42 planches, Voilà. et ouais, en comptant Voilà. le dos En de comptant couve, la couve, voilà. d'accord. Page de titre, page de dos de titre, puis Page de garde, le etc. colophon, page D'accord. d'auteur. Est-ce que tout ça. quelqu'un peut m'expliquer ce principe des pages? En fait, c'est en termes de cahiers, c'est-à-dire qu'on fait des cahiers d'un certain nombre de pages, donc ça nous arrange à l'impression de faire des 48 pages sur des grands formats, dans ce qui se pratique régulièrement. Donc on a des formats qui sont le format de BD classique, je dirais pas des noms d'autres éditeurs, mais Tu peux. Enfin tous les grands Chez classiques. Dupuis, Dargaud, enfin c'est Soleil, la base Delcourt, quoi. tout ça, c'est Poulet vraiment. Bill, 42 pages quoi. Bam. Voilà, Et je trouve avec un 42 grand format, pages. 32 je crois par je sais plus combien en largeur. Donc ça c'est vraiment le format de type. Chez Ankama, un format qui est plus petit, plus ramassé, plus proche du comics. Et du coup, on a avec un format qui a plus de pages et donc moins de cases au final, puisque les pages étant plus petites, on recompose les pages d'une façon différente. Enfin, chaque auteur retravaille ses planches pour ça. Et voilà en fait. Donc nous on se positionne sur ce côté-là, on essaie vraiment de lancer ce format-là en fait. D'accord. Et donc, il faut obligatoirement que l'auteur se plie au format de l'éditeur. Oui. Mais Oui, en même ou temps, il y alors, a si problème- l'éditeur est vraiment intéressé par Voilà. l'auteur, Après, il va on- se plier au. On évite malgré tout de faire des pages, de faire des grands formats. C'est-à-dire que c'est vraiment pas dans l'esprit Ankama. On essaie de positionner ce format-là. Et il faut aussi voir que ce qui est intéressant dans ce format-là, c'est qu'on évoque largement le comics. Donc justement par rapport à ce que tu veux dire, je pense dans cette table ronde, qui est de dire que tous les formats et toutes les cultures de bande dessinée commencent un peu à se mélanger. On est dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'on part dans l'idée qu'on fait des formats qui sont plus proches du comics que du format franco-belge. Alors que l'un contenu est quand même, doit beaucoup à la BD franco-belge, mais en même temps, on se permet aussi de jouer sur les formats et d'évoquer autre chose en fait. Parce qu'un bouquin, c'est plus qu'une série de pages, c'est vraiment un objet qui raconte une histoire, y compris sur son contexte. Et c'est vrai que du coup, présenter des bouquins avec un format plutôt comics permet de se rapprocher de cette culture américaine en fait. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on voit quand même de plus en plus arriver de livres objets, de livres ovnis, de beaucoup plus de mangas, pseudo-mangas, comics, pseudo-comics, quand vous vous baladez dans les rayons? Il faut bien. Le problème, c'est tu vends pas beaucoup maintenant quand même. Hein. Le DVD, la bande dessinée, et c'est en perte de vitesse quand même parce que ça coûte cher. Et puis il faut puis Internet. Les scans, les choses comme ça, tu y perds. Et puis il y a une surproduction, on était à plus de 3000 titres je crois l'année dernière, donc en fait il y a très peu de visibilité sur les bouquins, il faut vraiment qu'ils se démarquent, qu'on les remarque dans la librairie, qu'on les voit de suite en fait. La bande dessinée s'adresse vraiment aux fans purs et durs de BD, aux collectionneurs. Donc forcément, si tu veux que le collectionneur achète ta BD, si tu lui fais du vernis sélectif, du marquage à chaud, tu lui mets une petite figurine en plus ou un truc comme ça, forcément tu vas attirer le collectionneur. Mais ce genre de BD, c'est vraiment pour attirer la niche, vraiment les fans purs et durs. Après, je pense pas que des bouquins à 40 €, tu arrives à les vendre à la ménagère. Les BD qui se vendent à la ménagère de moins ou plus de 50 ans, c'est les rugbymen, les policiers, les blondes. Les blondes, tout ça, tous ces trucs-là qui sont faits pour acheter aux anniversaires quand tu sais pas quoi offrir, quoi. Et que tu vois dans les supermarchés. C'est cette bande dessinée-là qui se vend maintenant parce que c'est la bande dessinée qui se vend au grand public et pas aux fans. Là, ils sont pas obligés de faire du collector. Les gens qui font de la bande dessinée un peu plus... pas intellectuelle, parce que ça dépend, mais en tout cas, plus pour les fans purs et durs de base de bande dessinée, sont obligés maintenant de proposer des alternatives, des BD collector, des choses comme ça. Il y a le phénomène de série aussi beaucoup, qui est assez typique au franco-belge aussi, qui est de dire on lance une série,
Et on fait plusieurs titres, donc on signe souvent plusieurs contrats à la suite. Et puis en fait, on s'aperçoit maintenant que beaucoup d'éditeurs lancent une collection, enfin une série, sortent le premier tome. Si le premier tome ne marche pas, ils laissent tomber la collection. Donc en fait, on a une surproduction, vraiment une inondation des marchés, des rayons, et qui n'est pas forcément suivie d'autres titres qui vont aller derrière, qui fidélisent pas du tout l'achat en fait. Et surtout, on se perd en repère total. Hein. Et on ne sait plus s'y retrouver au milieu de cette jungle de bande dessinée, quoi. Quand tu vois les mangas, quand tu vois que Dragon Ball est arrivé en 96 avec Glénat dans les bureaux de tabac, tu pouvais acheter tout ça. Tu avais eu juste Akira avant. Quand tu vois en Angoulême, ils avaient sorti en 96-97, il y avait Video Girl Eye, il y avait quoi? Il y avait Dragon Ball, il y avait que dalle comme production. Il y avait presque rien, ouais. Il y avait presque rien. Et aujourd'hui, quand tu vois les rayons de manga, le nombre de shoujo, de shonen, de hentai, de tout ce que tu veux, mais c'est impossible de t'y repérer. C'est impossible de te dire ah, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire ça. En plus, vu que le dessin japonais, quand même, bon, ça se ressemble un petit peu, les personnages, faut quand même pas. Voilà. Il y a certains trucs, tu sais. Enfin, moi, je sais que je reste avec Naruto, One Piece, tu vois, Dragon Ball, les trucs que je sais que c'est bien, je continue à les lire, mais j'ai du mal à aller vers cette nouvelle production. Et pourtant, on en est surchargé. Et donc, il y a vraiment un problème, un problème dans l'édition de bande dessinée en France, quoi. Au milieu de cette jungle, Dara, toi qui vas sortir ton premier manga, du coup, ce que vient de dire Davy, ça te fait pas flipper? Et comment tu l'abordes? Moi, je me sens un peu comme Davy par rapport au fait que moi, effectivement, j'ai vu les mangas arriver en France. J'ai vu l'époque où j'ai cru que je pourrais avoir acheté tous les mangas. Ce qui est aujourd'hui, on les avait tous à l'époque, ce qui est aujourd'hui évidemment complètement impossible. Mais je pense que quand on va sur les forums de manga et tout ça, on voit qu'en fait les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent vachement bien les produits. Ils connaissent beaucoup mieux que nous. Par exemple, tous les shoujo, il y en a énormément qui sortent. Tous les shonen, c'est pareil. Et en fait, ils les connaissent, ils connaissent les auteurs. Ils savent que telle série de tel auteur leur avait plu, et donc ils vont s'y intéresser. Donc, ouais, non, mais je pense qu'on est dépassé, vraiment. Je suis désolé de te dire. Et donc, en ce qui concerne ma BD, j'espère que de la même manière, il y a des personnes que ça intéressera. Je pense que maintenant, l'offre est tellement variée que, effectivement, ça s'adresse à des personnes vachement différentes. Donc, peut-être qu'il y a un public qui est quand même plus large qu'avant, et effectivement, qui achète moins qu'avant aussi. Tu dis public plus large, mais qui achète moins, mais ça veut dire que tu touches plus de monde potentiellement? Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, moi, à l'époque où je lisais des mangas, on devait être 2 dans ma classe à en lire, quoi. Aujourd'hui, dans n'importe quel lycée, t'as plein de... C'est-à-dire que là, tu peux toucher plus de monde, mais ces gens sélectionnent beaucoup plus qu'ils achètent, quoi. Voilà. Donc il faut que tu tombes dans le truc que t'attires l'œil. C'est pour ça, voilà, tu parlais des BD avec les belles couvertures, etc. N'empêche que ça aide, hein. Parce que au milieu de tous les mangas que tu regardes, souvent c'est la couve tu vas te dire ah ça qu'est-ce que c'est, tu vois. T'es obligé d'attirer les gens comme ça, quoi, parce que ça coûte hyper cher maintenant. Moi je me rappelle mes albums d'Astérix à 30 francs. À 30 francs l'album d'Astérix, quoi. Et maintenant, t'as l'air vieux comme ça. Oui, je suis vieux, moi. Je suis vieux. Et quand tu vois le prix des BD aujourd'hui, voilà, t'es obligé de choisir ce que tu vas lire. Moi, j'ai de la chance. Maintenant, je suis journaliste, on m'en envoie gratuitement. Donc, tu vois, je peux en lire plein. Mais si je devais tout payer avec mon salaire, je pourrais pas, quoi. Surtout que le comics arrive en France, le manga arrive, la BD franco-belge, avant avec la BD franco-belge. Maintenant, c'est... En plus, les comics et les mangas ont des prix de vente qui sont vraiment inférieurs à la BD franco-belge classique. Donc c'est vrai qu'on a encore un autre type d'achat, en fait. Et eux, la production, elle est énorme. Et nous, t'attends 1 an pour avoir la suite de ta série. Puis en plus, un truc tout bête, c'est que quand on travaille à l'étranger, on achète des droits, c'est beaucoup moins cher que de produire complètement de bande dessinée où on paie l'auteur en avance sur droit, où là on paye beaucoup plus, en fait. Donc la production coûte plus cher que l'édition de choses qui ont déjà été éditées à l'étranger. Et du coup, comment les auteurs peuvent s'en sortir, enfin auteurs et éditeurs, pour réussir à produire des créations qui collent à ce qu'ils ont envie de raconter, tout en réussissant à manger à la fin du mois? Alors, où ils prennent des nègres. On va y venir d'ailleurs après. Ou alors, mais de toute façon, ils font pas. Il y a du jambon là qui passe. Ou alors, non, quand même, la BD franco-belge, c'est pas la même BD que les Japonais ou que les Américains. Eux, c'est souvent il y a un héros et c'est 80 tomes, quoi. Et puis c'est une production de commande, en fait. C'est-à-dire que
Tandis qu'on a une tradition chez nous qui est de dire aussi que les auteurs de BD sont des auteurs en fait. Ouais, Donc c'est plus artistique en France. Ouais, je pense qu'on a quand même cette approche-là qui reste, autant au niveau de la narration qu'au niveau graphisme, on a quand même cette idée-là. Donc c'est pour ça qu'un an, pour nous, c'est moins grave. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. J'ai un peu prêché contre ma paroisse en tant qu'auteur, mais je pense que si on lit Bakuman, le dernier manga d'Obata, qui traite vachement bien justement des rapports entre des jeunes qui se lancent dans la BD et des éditeurs au Japon, et ben on voit qu'en fait, il y a quand même une création qui est forte et avec une vue d'auteur, mais c'est vrai que l'éditeur participe directement. Enfin, en tout cas, dans l'exemple que je cite, participe directement à la création. Ça ne veut pas dire pour autant que l'auteur il est privé de liberté au niveau de son récit et tout ça. Par contre, il est vachement guidé. Et c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, quand on commence une BD, quand on propose un projet, on n'est pas du tout... moi, en ce qui me concerne, j'ai reçu très peu de conseils de la part des éditeurs. C'est-à-dire que j'ai eu des... Non, attendez, je parle au moment où je soumets mon dossier. Vous soumettez votre dossier, on vous dit c'est oui ou non. On vous dit pas non pourquoi ou voilà. Si on vous dit oui, après effectivement il y a une discussion qui s'engage. Mais on reste avec effectivement l'auteur décide de tout. Ça c'est complètement vrai. Enfin nous en tout cas on intervient très peu on a vraiment un respect de la démarche de l'auteur. Et c'est vrai qu'effectivement je pense qu'au Japon tout ça c'est relativement différent à ce niveau-là. Moi, ce que je veux dire, c'est que les deux me semblent intéressants. Je dis pas que comment dire que le système tout à l'artiste, ça a aussi de grosses dérives. C'est-à-dire qu'un auteur peut vraiment se planter de A à Z parce que justement, personne va lui dire à un moment « Oh là là, mais ce que tu racontes, ça va intéresser personne » ou « C'est très mal raconté ouais. ». Et au Japon, évidemment, on a peut-être la dérive inverse qui est qu'on va avoir des produits super formatés, tous sur le même moule, qui vont plus intéresser personne parce qu'on l'a lu 10 000 fois. Bah c'est vrai que chez nous, la sélection sur dossier est vachement plus rude, je pense, aussi. C'est-à-dire que quand on reçoit un dossier, il faut vraiment qu'on ait, d'une part, le rendu graphique intéressant, qu'on ait un scénario qui tienne la route et qu'on voit dans les planches que la narration tient aussi la route. Donc en fait, tant qu'on n'a pas ces trois éléments-là, on ne signera pas. C'est vrai que c'est quand même relativement exigeant, quoi. Enfin, faut dire ce qui est. Tandis qu'aux États-Unis, après, les mecs sont guidés. Quand tu fais Spider-Man, voilà, on te dit t'es tout carré, etc. Mais aux États-Unis aussi, ça marche comme ça. Tu sais, Todd McFarlane, il s'est quand même barré de chez Marvel parce qu'il en avait marre de pas pouvoir faire ce qu'il voulait. Et il a fait Image. Bon, après, Image... voilà, mais bon, forcément, dans tous les pays, tu as quelque chose qui... Mais à la base, quand même, c'est vrai qu'en France, c'est quand même un truc plus artistique, plus le mec dans son coin, dans sa cave, avec son pote qui fait ses petits dessins, et voilà, quoi. C'est peut-être aussi en France qu'on trouve le plus de créations hybrides. Celles qui ont le plus d'influence. En tout cas, c'est en France où on laisse plus la chance aux auteurs de s'exprimer, je pense. Ouais. Enfin, en France, Europe, quoi. Là, peut-être que je vais dire une connerie parce que je connais peut-être pas suffisamment le paysage américain, mais j'ai l'impression que aussi un auteur aux États-Unis qui a réussi à avoir une production personnelle poussée peut très bien arriver après à faire ses trucs comme il le sent aussi. Enfin, peut-être qu'il y a un temps qui est plus long et qu'il faut qu'il fasse ses preuves d'abord dans le système classique. Bone, l'auteur de Bone, je crois qu'il est arrivé par les... Ouais, ou même, moi je vois tout ce qui est aujourd'hui édité en France par Cornelius, tout ce qui est Daniel Clove, tout ça, des choses qui sont quand même très indépendantes. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, on a quand même une culture du comics underground qui est vraiment présente et qui est forte. Moi j'ai vu des bouquins super bien, quoi. Chris Ware, tout ça, je trouve ça génial, quoi. Mais d'autant qu'aux États-Unis, il y a les fans des DC, des Marvel, les fans de comics purs, et tout ce qui est à côté, les lecteurs sont très peu nombreux à l'échelle des États-Unis. Aujourd'hui. Je sais pas s'ils lisent du Tintin. Non, mais même les lecteurs de l'underground américain. Si, il y a quand même, dans les Comic-Con, t'as comme chez nous, les fanzines, il y a quand même des tonnes de fanzines, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est très dur pour eux d'éditer, c'est très dur pour eux. Ouais, c'est assez bizarre aux États-Unis, les maisons d'édition, comment c'est fait. C'est vraiment, t'as Marvel et DC qui sont gros producteurs, et derrière, t'en as d'autres, t'as Dark Horse, t'as des choses comme ça, Image, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup de comics, beaucoup de bastons. C'est vrai qu'il y a peu de place à la BD d'auteur, quoi. Mais il y en a quelques-unes. Il y a Fantagraphics, c'est des choses comme ça qui existent aussi, qui ont effectivement la place des indépendants qu'on a en France aussi pour l'association, des choses comme ça. J'ai l'impression quand même qu'il y a, c'est un schéma qui se répète un peu, cette idée d'une BD qui est très grand public et puis une autre qui est vraiment pour auteurs ou pour un public plus pointu ou plus âgé peut-être, je pense, en fait. Et à l'autre bout du monde, au Japon, il y a aussi un système de fanzina aussi par lequel tu es passé, notamment avec le Comiket sur les doujinshi. Ouais, alors oui, donc en fait moi j'ai débuté par le fanzina et j'ai la chance depuis quelques années en fait d'éditer mes fanzines au Japon.
avec un ami là-bas qui nous représente et on a participé plusieurs fois au Comiquette, donc c'est vraiment impressionnant. Ça n'a rien à voir pour ceux qui ont eu la chance de voir des images ou carrément d'y aller. C'est rien à voir avec les conventions françaises, quoi. C'est à l'échelle japonaise. Et oui, au Japon, en fait, le fanzina, donc le dojinshi, ça a ça a le même fonctionnement qu'en France, c'est-à-dire que c'est des amateurs qui lancent leur production et qui donc les présentent au public. Et ça sert aussi à des auteurs connus, alors vraiment des auteurs super connus, genre Yuki, le mec de Jojo, enfin des gens comme ça, qui en fait sortent des fanzines, sortent leur BD en fait hors de toute contrainte des mais même éditeurs. les Clamps sont passés par là. Les Clamps ont commencé par là. Fujisawa l'a Voilà. fait il y a pas longtemps Voilà. aussi, je crois. Non, c'est vachement intéressant et souvent ça fait des produits collecteurs parce que c'est des très beaux bouquins qui sont, contrairement en France, au Japon, on peut imprimer facilement un bouquin professionnellement en offset pour à partir de 100 exemplaires. C'est incroyable ici, mais voilà, et là-bas ça se fait et ça fait des très beaux trucs. Donc, ouais. Il y a les méthodes de travail aussi qui peuvent influer sur la nouvelle génération d'auteurs, en tout cas pour la France, puisqu'on commence à être influencé aussi par le côté atelier de travail à l'américaine ou à la japonaise. Je sais pas si pour toi, pour l'un de vous deux, vous avez pu bosser en atelier ou... Non, moi je parle avec personne. Non, moi, enfin là sur le premier tome, j'ai tout fait tout seul. Mais effectivement, Jenny, qui fait Pink Diary et qui est une de mes amies, elle bosse avec son mais c'est vachement. Non, mais les rythmes, enfin en tout cas pour le manga, c'est vrai qu'il faut sortir 160 pages par volume. Alors après, ça dépend tous les combien on sort un volume. Je sais que Renaud a 2 assistants aussi. C'est vrai que ça aide vachement. Je crois qu'aussi, mais ça c'est valable pour tous les auteurs de BD, ce qui est vachement important, c'est d'avoir un dialogue avec une personne, que ce soit un éditeur ou un ami ou un scénariste, pour ceux qui bossent en binôme. Mais c'est vrai que, encore une fois, pour éviter de se prendre le mur, parce qu'on est tout seul dans son truc et que c'est vraiment le truc à éviter, je pense. Mais il y a un système comme ça qui se prépare aussi chez Ankama autour de certaines bandes dessinées. On aimerait bien, mais effectivement on s'aperçoit que c'est aussi pas du tout dans la culture française de envisager la création d'une bande dessinée comme ça. Donc pour l'instant on est un peu dans le stade de laboratoire et nous c'est essentiellement sur les couleurs qu'on va essayer de mettre ça en place en fait. Parce que l'idée c'est d'avoir quoi ? C'est d'avoir un mec qui dessine, un mec qui fait la couleur, un mec qui fait un mec qui fait les décors. Américaine, oui, ce serait L'ancrage. L'ancrage, déjà trouver un encreur en France est très difficile. Donc ça on a vraiment du mal. Donc on reste sur le truc habituel, scénariste, dessinateur, coloriste. Mais après il faut effectivement qu'on essaie d'améliorer la chose pour produire des bandes dessinées plus rapidement, on va dire. En fait. C'est très mal vu aux États-Unis d'être encreur. Hein. Encreur, c'est le boulot. C'est le gars qui recopie, quoi. C'est le gars qui décalque, quoi. Ça fait pas envie d'être encreur, quoi. C'est très dur de trouver un encreur. Alors que pourtant c'est pas un truc qui est facile du tout en fait. Ah non, non. Non, mais c'est le boulot qui a c'est pas classe, quoi, d'être encreur. C'est pas classe. glam. Il crée pas, c'est pas l'artiste quoi. Non, ouais. L'autre revers de la nouvelle génération d'auteurs, tu en parlais tout à l'heure, ce sont les nègres qui arrivent de plus en plus dans la bande dessinée avec les BD Leclerc, les BD Carrefour, les BD Auchan. Et voire même des BD beaucoup plus vendus, comme des Astérix ou des choses comme ça, je ne sais pas, peut-être. Après, en parlant de studio, il y avait aussi les studios Tintin, ce genre de choses, en fait, qui travaillaient déjà en Ça existe studio. depuis longtemps, en fait. Bah oui, c'est pour ça, où ils étaient carrément des dessinateurs. Enfin, moi, je connais un peu le cas pour Alix aussi, où je sais que c'est plus ou moins comme ça. Enfin, Sur les Ils gros faisaient plus les noms, quoi. décors, quoi. RG faisait plus les décors, il faisait que les ouais, ils personnages. faisaient que les personnages, ouais. Et puis, même sur certains titres, enfin, moi, je vois justement Alix, alors que je crois que le créateur est mort il y a 1 an ou 2, et il continue la bande dessinée avec de nouveaux dessinateurs. Donc, il y a cette idée-là, quand même, de reprendre les choses. Les Schtroumpfs, Boule et Bill, Oui, Achille oui. Talon. Tout à fait. Bon, il n'y a que Tintin où ils n'ont pas continué. Astérix, ils ont continué. Black et Mortimer, Oui, Black et Mortimer. ça continue aussi. Donc, on a quand même une certaine forme de culture du titre, en fait. Et du coup, on était sur les BD supermarchés. Ah, tu veux que je parle de ces BD-là ? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus ? Non, pas forcément toi, c'est mais pathétique. vous tous. C'est pathétique. On parle notamment d'auteurs italiens dont on connaît même pas le nom, qui arrivent et qui font des BD à la chaîne et ils sont juste contents Alors, d'être. Il faut savoir évité. que moi j'étais très énervé quand c'est bande dessinée. Parce que quand j'allais dans mon supermarché en Ardèche, je pouvais plus trouver le dernier Tunique Bleu. Parce qu'il y avait que des bandes dessinées comme ça qui sortaient du rayon. Les vieux, tu vois, les
belle bande dessinée. Tu vois. Alors, les tuniques bleues, après, on en pense qu'on en veut. Mais moi, je continue la collecte. Et le truc, c'est que j'étais hyper énervé. Mais j'ai réfléchi et je me suis calmé. Je me suis dit, bah n'empêche, ces bandes dessinées, elles se vendent à des gens qui n'achèteraient pas de bande dessinée. Ça amène à la bande dessinée des gens qui s'en foutent un petit peu. Souvent, c'est le mec, il est pompier, il voit une bande dessinée sur les pompiers et il se dit, ah bah merde, ça parle de mon boulot. Super, C'est pas grave. Ça parle de mon boulot, alors je vais l'acheter et je vais regarder. Et ça peut peut-être même amener des gens à la bande dessinée. Je vois pas, en fait, je pense pas que ça vole du public, quoi. Je Mais pense quel pas regard que- tu portes sur ces auteurs hein, qui. Mais ils bouffent, hein. Les mecs qui font ça pour bouffer, c'est des gens. Enfin, c'est vrai que c'est tellement dur aujourd'hui du dessin que ça paraît plus ou moins logique de voir ce genre de choses apparaître, quoi, en fait. Ouais. Mais bon, enfin, à nouveau, on rejoint aussi la culture comics ou manga, à mon avis, où on a une production alimentaire qui est énorme, et puis des gens qui lisent. Enfin, je reprends le cliché du manga qu'on jette à la fin en sortant du métro, mais je pense que c'est relativement juste. Ouais. Et on n'est pas finalement très loin de ce genre de bouquins. Adapté au circuit de diffusion européen, je pense. Ouais. Ouais, on peut pas. Enfin, moi, je pense qu'ils doivent juste être hyper frustrés, quoi. Parce qu'ils peuvent pas vivre en faisant leur personnage, en faisant les choses, les histoires qu'ils aiment, quoi. Mais bon, d'un autre côté, ils vivent de leur passion aussi. Ils dessinent, quoi. Et vivre de son dessin, franchement, vivre de la bande dessinée. Ouais, c'est pas facile. Je pense quand même que pour les auteurs qui bossent, les dessinateurs qui bossent en studio, effectivement, il y a ce côté un peu de la réalité de la vie, mais il y a aussi le côté de bosser en groupe, l'émulation, le fait qu'on apprend vachement en dessinant avec d'autres personnes, tout ça. Enfin, si effectivement c'est le cas, hein, s'ils bossent en studio, parce que si ils bossent chez eux ou dans une cave et tout ça, en échangeant par mail, c'est pas terrible. Mais non, mais il y a ce côté-là où on apprend vachement et qui peut peut-être servir de tremplin pour ensuite. Moi, j'ai vu des regroupements d'auteurs comme ça qui, sans bosser sur la même série ni quoi que ce soit, se retrouvent dans le même endroit pour travailler, histoire juste d'être ensemble et de pouvoir se filer ne serait-ce que des petits conseils, des trucs comme ça, quoi. Enfin, je l'ai vu souvent, en fait. Du coup, une fois qu'on a fait un peu le tour, il n'y a pas de nouvelle génération d'auteurs de BD pour vous alors? Si, non, c'est vrai, les blogueurs BD, je sais pas si c'est une génération ou une mode. Parce qu'au final, à part faire leur BD sur le web, quelle est la grosse différence? Qu'est-ce qu'ils amènent à la Moi, bande je pense dessinée? qu'il y a quand même C'est gratuit, oui, mais enfin après on te le C'est vend en bande gratuit, dessinée. mais je pense aussi que sur un blog, tu fais pas un album complet de 70 planches ou de 48 ou je sais pas quoi. Tu travailles sur des strips qui se lisent très vite. Enfin, j'en parlais avec Maliki justement, qui disait tiens, cette année, je vais faire un vrai album avec une histoire qui suit sur plein de pages. Et c'est la première fois que je vais vraiment faire de la BD. Enfin, je paraphe à peine ce qu'il disait, mais je pense que c'est relativement juste. C'est-à-dire que sur un blog, tu es quand même sur des strips, quoi. C'est vrai. Oui, mais le strip, ils l'ont pas inventé. Tu vois, des histoires en 3 planches dans Spirou, t'en avais depuis super longtemps. Ce que je veux dire, c'est que la nouvelle vague, ce que la bande à Sfar et Trondheim ont amené, c'est un système de narration et un style de dessin qui changeait de ce qu'on voyait habituellement. C'est-à-dire que le scénario prenait le pas sur le dessin. Ouais. Puis on s'affranchit complètement Clairement. du réalisme du dessin qui Tout à était fait. quand même super lourd chez nous, hein. Tout à fait. Et ça, voilà, c'est pour ça que c'est la nouvelle vague. Je pense pas que les blogueurs BD, et il y en a tellement de sortes, Non, tellement même de styles. les auteurs de manga hybrides, les auteurs de comics Effectivement, hybrides. oui, mais il n'y a pas un nouveau système de narration, il n'y a pas un nouveau style de dessin. Tu vois ce que je veux dire? C'est une mode, et pas qu'une mode, parce que c'est un que ça va un peu plus phénomène. loin que ça. C'est un phénomène, puisque les gens, maintenant, vu qu'ils ont Internet, ils veulent pas payer. Tu vois, ils ont les trucs gratuitement, mais c'est bien, parce qu'ils découvrent les choses, et après, ils vont acheter en BD, parce que ça se vend. Ouais, Les c'est blogueurs BD se vendent super bien. C'est juste que les gens maintenant veulent lire avant d'acheter. Ils veulent, comme à la radio en fait, t'entends la chanson 14 fois, et alors après tu dis je vais acheter le CD parce que vu que ça passe tout le temps à la radio, je vais l'écouter sur mon CD. Alors, c'est une logique assez bizarre. Et ben pour les BD en blog BD, je pense que c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que tu t'habitues à un personnage, à un style, et après tu as envie de le retrouver en BD chez toi. C'est le système inverse en fait. Par contre, je pense effectivement qu'il y a un truc qui est en train de se faire, c'est qu'on a des cultures de niche, que ce soit le manga ou le comics, avec beaucoup de gens qui grandissent avec, et puis qui, passé 25, qui arrivent à 30 ans, commencent à vouloir faire des travaux plus personnels et qui arrivent effectivement à produire une bande dessinée qui intègre des choses qu'on n'avait pas auparavant dans la culture franco-belge. Enfin, tu en es le meilleur exemple, je pense. Oui, ce genre Dara, de qu'est-ce qui choses. t'a amené à faire ce format, à faire du noir et blanc, à faire ce qu'on appelle du manga? C'est parce que c'est ce qui m'est le plus naturel en fait, c'est ce que je lis le plus. Mais avant j'ai lu comme tous les gamins Tintin compagnie, j'ai lu beaucoup de comics quand j'étais ado et puis finalement manga au lycée quoi. Et je
Je pense que c'est un parcours classique, mais effectivement, je pense que les enfants d'aujourd'hui, ils lisent de tout. Et ça, je trouve ça encore mieux. Mais je pense que nous, c'est surtout les dessins animés finalement qui nous ont, qui ont préparé le terrain pour les mangas papier. C'est vrai que le truc le truc en plus qu'il y a avec les blogueurs BD, c'est qu'il y a vraiment la sous-culture qui prend le pouvoir. Vraiment, ouais. Carrément. Goldorak, enfin toute la génération dessins animés. Les auteurs de BD parlent de BD, parlent de dessins animés, et les gens se retrouvent là-dedans. C'est vrai que ça, c'est le truc en plus qu'il n'y avait et pas. Même dans la vague dont tu parles, Trondheim et tout ça, c'est des gens qui ont conscience de l'histoire de la bande dessinée et qui sont conscients de faire un renouveau ou d'essayer de faire quelque chose de nouveau en fait. Et ça, c'est un truc qui est vraiment particulier, je pense. Et un autre point aussi qui me paraît important, c'est l'approche audiovisuelle aussi de la bande dessinée, qui doit beaucoup au cinéma aujourd'hui, je pense. Là, ça serait faudrait peut-être aller plus loin. Ben justement, c'est un peu difficile à définir. J'ai l'impression qu'on arrive sur enfin moi je vois toutes les séries très connues, Soleil, etc., où on a vraiment l'impression de lire de voir un film de SF, quoi, en fait. Ouais, des choses comme ça. C'est du cinéma d'action américain. Voilà, c'est ça, adapté en bande dessinée. Je trouve qu'on a vraiment ce côté-là. On retrouve les schémas dans le scénario, on retrouve plein de choses qui sont vraiment très proches du cinéma. C'est la branche Olivier Vatine, je l'appelle la branche Olivier Vatine parce que ouais, tout à fait. C'est lui qui, avec Soleil, avec, comment ça s'appelait déjà, Aquablue. Ouais. C'est Aquablue qui a vraiment marqué les gens. Hein, chez Delcourt. Chez Delcourt, pardon. Oui, mais maintenant il est chez Soleil en fait, c'est pour ça. Et Soleil, voilà, c'est ça le truc, c'est Soleil a carrément pris ce truc de bande dessinée d'action et en a fait. Soleil, s'ils sont aussi puissants aujourd'hui, c'est grâce à ces bandes dessinées d'action style film américain, quoi. Mais au final, Delcourt a fait la même chose derrière avec leur série à plusieurs auteurs, la série des 7, etc., qui était en mode vraiment enfin, quand même, Soleil, maintenant, c'est ce qui me fait manger. Delcourt avait par contre lancé la mode du médiéval fantastique dans les années 90, en fait, et qui a été reprise par Soleil, mais c'est vrai que c'est Delcourt qui a initié le truc. Bon, au final, une demi-nouvelle génération, une génération pas encore... Ça va venir. Je pense que le paysage, en tout cas la bande dessinée en édition, va beaucoup changer dans les années qui viennent. Ça, c'est certain. Le statut de l'auteur va changer lui aussi. Ça va avec, de toute façon. Après, artistiquement, oui, je pense que on est à un tournant aussi. Mais bon, moi, je suis d'accord avec David à dire qu'on a connu en France un renouveau avec Trondheim, Svar, toute l'association, ce genre de trucs. Après, là, je pense qu'on va vers une autre approche de la bande dessinée qui tiendra peut-être plus aussi du mainstream américain ou japonais. Qui sera peut-être du coup, on pourrait peut-être se rapprocher des nouveaux formats numériques pour lire cette nouvelle génération d'auteurs qui écriraient pour le numérique. Alors moi, je viens du numérique. Hein. Grâce à mon blog, c'est grâce à mon blog que j'ai fait des BD, etc. Donc je ne vais pas cracher dessus. Mais lire une bande dessinée sur un téléphone portable ou sur un ordinateur, c'est une hérésie, quoi. Moi, je veux ma BD dans mon étagère, quoi, en papier, avec du vernis sélectif, avec tout ce qu'il faut pour faire une belle BD, quoi. Je pense pas que l'avenir de la bande dessinée soit le numérique. Mais imagine si tu dis à quelqu'un qui n'est pas encore un lecteur, qui est en train d'apprendre à découvrir la BD, tu lui dis écoute, regarde, prends ton nouvel iPad,